Tout le monde sait ce que c'est qu'un champignon. Vous en avez croisé en forêt, sur des pizzas. Et tout le monde sait bien que ça ressemble à ça, ou tout le monde croit savoir à quoi ça ressemble. En fait, la réalité, c'est que ça, ce n'est que la partie émergée d'un iceberg dont je voudrais vous parler et que je voudrais maintenant vous inviter à voir. Derrière ces champignons que nous voyons et que nous pouvons ramasser, il se cache, au-delà du visible, une partie immergée qui explique qu'ils poussent si vite à l'automne, par exemple, ou dans une prairie, un feutrage blanc, dans les meilleurs cas, mais pas toujours, un délicat ensemble de filaments qui sont parfois si abondants qu'on voit un coton dans les feuilles mortes en forêt, par exemple, des filaments microscopiques qui sont le mycélium, qui forment le mycélium. Et c'est ça en réalité dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que ça c'est toujours là, c'est là en permanence, et c'est ça qui explique que les champignons grandissent si vite. Ce mycélium, vous l'avez aussi sur les croûtes de fromage, sur un Saint-Nectaire ou sur un camembert, vous voyez très bien ces filaments délicats, et à la loupe, vous pouvez voir effectivement ce côté cotonneux, filamenteux. Alors là, il y en a vraiment beaucoup, on arrive à voir ça à l'œil nu. Mais la réalité est que ces filaments font 10 millièmes de millimètre, ils sont vraiment tout petits, et quand ils sont séparés, on ne les voit pas. Ils sont beaucoup trop petits pour être vus. Enfin, ces filaments qu'on appelle les ifs, et dont l'ensemble par accumulation forme le mycélium, ces ifs, disais-je, parfois on peut les sentir ou les goûter quand ils sont dans un aliment ou quand tout simplement on a cassé un substrat qui contient des filaments, parce que quand ils sont cassés, ils émettent, aussi bien que vos champignons de Paris et vos girolles quand vous les préparez, ils émettent une odeur, l'octénol, qui est assez caractéristique, c'est l'odeur de champignon. Et cette odeur, le mycélium là aussi, donc le mycélium, à défaut de le voir, il arrive que vous puissiez le sentir. Les ifs forment donc le mycélium, et de temps à autre, eh bien, le mycélium engendre des structures massives qu'on appelle des fructifications. Techniquement, c'est ce qu'on appelle le champignon dans le grand public, mais techniquement, c'est des fructifications. Et ces fructifications produisent des toutes petites cellules qui peuvent passer dans le vent, se disperser, les spores. C'est l'organe reproducteur. Ce que vous voyez du champignon est au mycélium, ce que la pomme est au pommier. Sauf que quand vous cueillez une pomme, vous ne pouvez pas rater le pommier. Quand vous cueillez un champignon, souvent, vous méconnaissez le mycélium. Eh bien, on va lui donner vie. D'où vient-il? Comment se développe-t-il? C'est assez simple, en fait. Nos spores tombent au sol ou tombent sur quelque chose où elles vont pouvoir se développer et elles germent. Cette germination engendre le premier filament. Un filament, donc, qui fait 10 millièmes de millimètre de diamètre. Un filament qui va commencer à pousser. Alors, tous ces films sont accélérés, bien sûr. Il pousse, il pousse, il pousse. Là encore, ces filaments poussent en accéléré, vous voyez, ils poussent par le bout, ils se ramifient, on va y revenir, et ils commencent à édifier le mycélium. En fait, les opérations élémentaires de ça, c'est d'abord la croissance. Une croissance qui s'opère par l'extrémité. On va zoomer ensemble sur une extrémité, on va la regarder en microscopie électronique. On voit qu'il y a une paroi noire qui entoure l'extrémité du filament, et les cellules sont à l'intérieur. Il y a aussi de très très nombreuses vésicules, de très nombreux petits corps blancs qui vont en fait déverser leur contenu à l'extérieur de la cellule et commencer à édifier cette paroi. Dans la partie tout en haut, elle est encore un peu molle. Les molécules n'ont pas encore interagi pour faire une paroi rigide. Et comme c'est un peu mou, la pression de la cellule fait que cette partie-là se déforme en permanence au fur et à mesure que du matériel arrive pour compléter cette paroi qui s'amincit au fur et à mesure que ça se déforme. Bref, c'est un point de faiblesse par lequel s'opère la croissance, une croissance uniquement au sommet, puisque sur les côtés, eh bien, votre paroi s'est rigidifiée, est devenue beaucoup plus dure et ne permet plus la croissance. Alors, regardons un tout petit peu ensemble maintenant cette croissance. Vous voyez que c'est une croissance par la pointe, mais qu'il arrive des fois qu'une zone de la paroi qui normalement devrait être dure se ramollisse et génère un nouveau point par où la pression du contenu cellulaire va engendrer une croissance et de nouveau des vésicules déverser du matériel pour engendrer une paroi, la paroi d'une ramification. Ça y est, j'ai mon deuxième point, la ramification. Alors on va voir ici deux images à quelques heures d'intervalle de la vie d'un mycélium. Vous voyez que vous avez des ramifications qui sont en train de se faire. Allez, quelques heures plus tard, regardez ici, les ramifications se sont ressoudées. Vous avez des refusions secondaires, et d'ailleurs, si vous acceptez de regarder un instant encore ce film, regardez tout à fait sur la droite, vous allez voir des filaments qui fusionnent ici, qui fusionnent là encore, une ramification également ici qui vient fusionner.
en fait, on fait un réseau et ces filaments, ces ifs, ne sont pas reliés que par le fait des ramifications, mais aussi par des anastomoses, par des refusions secondaires. Dernière chose, les vieilles parties du mycélium, les vieux filaments, meurent. Ils meurent de vieillesse. Et ça, c'est ce qui explique en particulier la forme des rondes sorcières. Les rondes sorcières, vous savez, on les voit par les fructifications, mais il faut bien comprendre que ça veut dire que le mycélium est en cercle. Pourquoi est-il en cercle ? Il n'y a rien de sorcier à ça. C'est juste que vous avez une spore qui est tombée au milieu et qui a commencé à grandir dans toutes les directions. Alors vous allez me dire, ça devrait faire un disque. Eh oui, mais ce champignon-là, qui grandit par l'extérieur, à cœur, il mange de la matière organique morte dans le sol, il mange des débris, et quand il a mangé tout ce qu'il pouvait manger, il meurt de faim. Et donc, au milieu, vous avez une mort par inanition qui fait une couronne qui grandit d'année en année, de 5 à 10 cm de diamètre chaque année, parce que ça grandit vers l'extérieur et ça meurt par l'intérieur. Voilà la forme d'un mycélium où la mort détermine la forme en couronne. Bref, croissance des filaments, ramification, refusion secondaire et mort des parties âgées, voilà la vie du mycélium, la vie de ces filaments qui s'interconnectent pour former le mycélium. Ah, mais je ne l'ai pas fait manger, mon mycélium, parce que là, il est en train de grandir, mais j'ai complètement oublié de le nourrir. Alors, nourrissons le mycélium. Ça ne va pas être facile, cette histoire, parce que vous avez repéré que les cellules sont entourées d'une paroi. Et cette paroi ne laisse pas passer les aliments. Comment les aliments vont-ils rentrer ? En fait, seules les toutes petites molécules, les sucres ou les acides aminés, arrivent à passer à travers la paroi. Alors, il y a plusieurs solutions pour qu'un champignon arrive à prélever de telles molécules, entouré qu'il est de parois. La première solution, c'est de vivre dans des milieux où il y a des petites molécules. Un champignon qui pousse sur la confiture, ou un champignon qui pousse sur un fruit, ou sur la sauce tomate de ces spaghettis, en fait, ces pâtes qui ont été oubliées un petit peu vite avant de nettoyer l'assiette. Il y a des petites molécules à prélever, et dans ce milieu-là, ces champignons arrivent à trouver subsistance. Il y a aussi des champignons qui attaquent, comme ce blanc du platane ou cette rouille du peuplier, qui attaquent, qui se développent à l'intérieur de tissus vivants, de plantes par exemple. Ici, ce qu'on voit en surface, ce sont les spores, mais il y a tout un mycélium à l'intérieur qui vit au contact de cellules vivantes, qui les perméabilise et qui leur fait relâcher les petites molécules. Certains champignons parasites, d'ailleurs, tuent carrément les cellules et boulottent les petites molécules qui peuvent passer à travers la paroi. Bref, ça c'est la chasse aux petites molécules et on n'est d'ailleurs pas obligé de les voler à des organismes vivants sans contrepartie. Ça, ce sont des parasites, mais je voudrais maintenant vous montrer quelque chose pour lequel j'ai un attrait particulier. Ce sont les mycorhizes. Alors les mycorhizes, ce sont des mycéliums de champignons qui poussent dans le sol et qui viennent coloniser les racines des plantes. 9/10 des plantes sont colonisées par des racines de champignons qu'elles nourrissent localement de sucre qui rentre tout à fait dans les filaments de champignons. En échange de quoi, le champignon explore le sol à la recherche d'eau et de sels minéraux, d'abord pour lui-même, mais il en donne aussi une partie à la plante qui l'aide à se nourrir. Et ici, il y a un bénéfice réciproque. Alors j'ai un amour tout particulier pour cette structure où le champignon et la plante se réunissent, parce que c'est là-dessus que travaillent mes équipes de recherche. C'est sur cette association qu'on appelle la mycorhize et qui nourrit plein de champignons, comme les truffes et les girolles par exemple, mais aussi qui nourrit 9/10 des plantes qui leur permettent de vivre dans des sols où il n'y a pas grand-chose à manger. Bon, alors ça c'est le cas où il y a des petites molécules, mais il y a aussi le cas où il n'y a pas de petites molécules. Quand vous vivez sur du bois, il y a de la lignine et de la cellulose, c'est des molécules énormes qui ne peuvent pas rentrer dans les filaments. Quand vous vivez sur du fromage, le fromage c'est un cahier de protéines, ce sont des protéines de lait, c'est des très grosses molécules, ça ne va pas rentrer. Que faire ? Eh bien ces champignons-là émettent des enzymes. Ils les émettent par l'extrémité des filaments où la paroi n'est pas encore très ordonnée, où les enzymes, qui sont d'assez grosses protéines, peuvent sortir et elles vont aller découper ces enzymes, les molécules complexes, en petits morceaux qui vont eux ensuite pouvoir passer à travers la paroi. Et d'ailleurs, vous connaissez bien ça parce que c'est ce qui rend un fromage plâtreux à cœur, liquide en périphérie. Les champignons, vous avez vu, les filaments sont autour du fromage. Et ils émettent ces enzymes qui vont découper les protéines et qui rendent petit à petit liquide le fromage qui était initialement plâtreux. La partie plâtreuse, c'est le coagulat de protéines. Et finalement, au bilan, eh bien, vous avez une liquéfaction des protéines en petits acides aminés qui peuvent rentrer dans le champignon. Cette stratégie-là présente quand même un danger. C'est que comme vous digérez à l'extérieur de vous-même, les produits de la digestion sont disponibles pour tout un tas d'opportunistes, bactéries et champignons. Alors en fait, c'est
indissociable de la synthèse d'antibiotiques, c'est-à-dire de molécules qui vont tuer des bactéries et que nous avons récupérées pour lutter contre les bactéries. Ça fait place nette, et le repas appartient à celui qui a émis les enzymes digestives. Pénicilline et céphalosporine viennent de là, ainsi qu'un certain nombre d'autres molécules que nous n'utilisons pas comme antibiotiques, mais qui ne sont pas très bons pour les autres êtres vivants. Les statines, par exemple, qui empêchent de fabriquer du cholestérol. Bon, ça soigne quand on a trop de cholestérol. Ou encore les cyclosporines qui empêchent ou diminuent le fonctionnement du système immunitaire. Et ça, c'est génial pour ennuyer des compétiteurs, mais aussi pour nous, pour éviter les rejets de greffe. Voilà. Finalement, quelle est la taille d'un mycélium ? C'est extrêmement variable. Un mycélium qui parasite une feuille, il n'est pas plus grand que la feuille. Un mycélium qui couvre un fromage, il n'est pas plus grand que le fromage. Il y en a même souvent plusieurs sur le fromage. Quand on a un rond de sorcière, vous voyez la taille du mycélium. Ça commence à être grand, là. Parce que ça peut faire plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Le plus grand que je connaisse, il fait 700 mètres de diamètre et il est réputé être âgé de 300 ans. 300 ans de croissance. Et oui, ça peut devenir vieux. Et le record, c'est l'armillaire, qui est un champignon qui mange du bois mort et qui couvre des espaces forestiers énormes. Dans la forêt de Malheur, en Oregon, on a identifié et montré que génétiquement, c'était bien le même individu en toute partie, un mycélium qui couvre 965 hectares. Ce mycélium-là, il a mis à pousser, on estime, entre 2500 et 9000 ans de croissance. Et si vous faites la somme de tous ces filaments qui ne sont parfois pas visibles, la somme de tout ça, c'est entre 8 et 36 000 tonnes. Vous m'avez entendu ? C'est au moins 50 baleines bleues. Le plus grand animal vivant, qui pèse 170 tonnes, c'est énorme. Enfin, vous ne l'aurez pas. Derrière les records, il y a des mycéliums beaucoup plus humbles. Et il y en a partout autour de vous. Et le champignon, c'est ça. Vous n'en voyez que la partie émergée. Le mycélium, c'est cette façon discrète et souvent microscopique, car très souvent, en fait, les champignons sont des microbes. On n'en voit pas les parties. C'est cette partie discrète et microscopique qui fait le champignon et qui fait ma carrière, parce que moi, mon boulot, c'est de comprendre comment ça marche, où ils sont, comment ils se développent, comment ils vivent, comment ils survivent, peut-être aussi leur âge. Moi, j'ai fait ma carrière de passer du champignon qu'on voyait à ce qui fait ce qu'on voit, le mycélium.